Absolument. Très difficile d'obtenir des réponses. Très difficile d'obtenir des entrevues. J'espère que vous réussirez, mais ça va être houleux. Il existe au pays une machine énorme et très puissante qui réagit immédiatement lorsqu'un individu adopte une position anti-Israël. Elle passe alors à l'attaque. Un jour, j'ai mentionné l'étude de Mearsheimer et Walt au cours d'un séminaire dans une des universités où j'enseigne. En moins de 48 heures, j'ai reçu un courriel d'Alan Dershowitz. And within 48 hours, I had an email from Alan Dershowitz. Alan Dershowitz est un professeur de Harvard qui protège le lobby juif aux États-Unis comme un chien d'attaque. J'ai reçu un courriel de sa part qui disait essentiellement qu'il ne croyait pas que je rendais justice à la relation américano-israélienne, à la place d'Israël dans le monde, et ainsi de suite. Parce que j'avais cité le rapport Walt Mearsheimer qui était tellement déficient, erroné et tout le reste. Il a même ajouté en attaché sa propre réplique au rapport Walt Mearsheimer, en me conseillant de l'utiliser pour faire contrepoids au cours de mon séminaire. Je ne me servais même pas du rapport dans mon séminaire. Je l'avais tout simplement mentionné pour illustrer la colère de certaines personnes qui regrettaient qu'on ne puisse discuter et débattre de ce sujet aux États-Unis. Moins de 48 heures plus tard, j'avais déjà à mes trousses un des chiens de garde du lobby juif. Il y a des gens partout à travers les États-Unis, sur tous les campus du pays, qui sont prêts à faire la même chose que lui. Protéger les intérêts américano-juifs et particulièrement les intérêts d'Israël aux États-Unis. Le lobby juif est sans doute mieux organisé et plus apte à réagir rapidement contre toute menace potentielle que tout autre lobby. J'ai été invité l'automne dernier à m'adresser aux membres d'une organisation appelée 2020. Je devais leur parler de ma spécialité, la politique étrangère des États-Unis au Moyen-Orient et le lobby israélien. À cette époque, c'était un sujet très chaud dans les journaux. Environ une semaine avant ma conférence, le secrétaire de cette organisation m'apprend que l'événement aurait lieu au consulat de Pologne. C'est, semble-t-il, l'endroit où ils se réunissent. Puis, 2 heures seulement avant que je prenne la parole, je reçois un coup de téléphone du chef de cette organisation qui me dit qu'il regrettait beaucoup, mais que le consul général de Pologne venait d'annuler la tenue de la conférence au consulat à la suite de téléphones du comité américano-juif et la Ligue anti-diffamation. Eh bien, je peux comprendre aisément que la position du consul est très délicate. Ici, quand on dit le mot Pologne, on pense tout de suite à l'antisémitisme. La Pologne doit surmonter son problème d'image dans ce pays. Même s'il n'est pas très séduisant, le nouveau gouvernement polonais travaille néanmoins très fort pour établir de bonnes relations avec Washington, à se montrer amical envers Israël et à faire preuve de bonne volonté autour de ces sujets. Et voilà que quelqu'un se présente au consul général de Pologne à New York et raconte que, vous savez, ce Tony Judd est un personnage très controversé. Il est anti-Israël et, selon certains, il serait même antisémite. Êtes-vous sûr de vouloir l'inviter? Ce serait mauvais pour votre image, mauvais pour votre diplomatie. Les Polonais n'ont pas à jouer les héros pour défendre mon droit de parole. Ils ont des problèmes plus importants et par conséquent, je ne les blâme pas. Le lobby s'en prend agressivement à des individus comme nous pour nous faire taire. Et aussi pour envoyer à d'autres personnes le message suivant. Si vous marchez dans les traces de Jimmy Carter ou celles de Tony Judd, de John Mearsheimer ou Steve Walt, vous aurez à payer cher votre témérité.
C'est un modèle de dissuasion. Il tente de dissuader d'autres personnes de faire ce que nous avons fait. Ceux qui votent comme le souhaite AIPAC sont éventuellement récompensés en généreuses contributions électorales. Kenneth Ross est directeur de Human Rights Watch, une organisation non gouvernementale indépendante qui enquête sur les violations des droits humains. Après la publication de son rapport sur la guerre du Liban, il s'est lui-même retrouvé sur la ligne de feu. I was wondering if you can comment on the fact that in the press in the United States you are called an anti-Semite and demonizing the Jewish state concerning Human Rights Watch reporting in the Lebanon war. Human Rights Watch's fairly extensive reporting during the war, reporting that I should say focused both on Hezbollah's indiscriminate attacks into Israel and on Israel's indiscriminate bombardment in Lebanon, was met by some reflexive defenders of Israel, not with rational discourse, not with a discussion of the facts, but with name-calling, including accusations of anti-Semitism, of blood libel, of this or that. Nous sommes habitués aux attaques des gouvernements que nous critiquons. Mais dans ce cas, le gouvernement israélien s'est montré plutôt favorable et nous avons tenu ce qu'on pourrait appeler un dialogue raisonnable sur ce qui se passait au Liban. Ce sont les supporters d'Israël, surtout aux États-Unis, et jusqu'à un certain point en Israël, qui nous ont attaqués de plein fouet, et c'était inhabituel. Nous affrontons rarement ce genre d'attaque bien coordonnée de la part d'un groupe d'individus. Il s'agissait de gens qui ne tenaient aucun poste officiel au sein du gouvernement israélien, mais qui se sont arrogés le rôle de défenseurs permanents d'Israël, peu importe la conduite de ses dirigeants. Does it matter that you are Jewish? Je crois que tout au long du débat sur la guerre au Liban, cela a dû compter parce qu'il était plus difficile pour ces défenseurs acharnés d'Israël de me traiter d'antisémite. Ce n'était pas très crédible. Mon père a fui l'Holocauste nazi. Les parents de ma mère ont fui les pogroms en Pologne et au Bélarus. Je suis un très mauvais candidat à l'antisémitisme. Bien sûr, on pourrait parler du vieux cliché du juif autodestructeur, mais cela ne me convient pas non plus. Et plus personne ne fait attention à ce genre de critiques aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi ne pas laisser les gens inoffensifs comme moi continuer à prendre la parole simplement? Là, il faut revenir à toute autre chose. Ce n'a pas toujours été comme ça. Tout a commencé dans les années 70. Avec la montée en popularité des politiques d'identité dans ce pays, il est devenu plus ou moins à la mode, sinon politiquement et économiquement acceptable, que les gens s'identifient comme afro-américains, italo-américains, irlandais-américains. Mais personne ne dit « je suis un juif américain ». Si quelqu'un dit « vous êtes juif américain », il flotte soudain comme un malaise dans l'air. Toutefois, les juifs doivent avoir aussi à se forger une identité. Le besoin de posséder sa propre identité culturelle, comme les Italiens américains, les Noirs américains ou les Hispano-américains, a donné naissance dans la communauté juive à deux étiquettes identitaires. La première, c'est Israël, et la seconde, c'est Auschwitz. L'une se situe dans l'espace, l'autre dans le temps. Être juif, c'est être ému par le souvenir de l'Holocauste, et c'est aussi de s'identifier à Israël. Même si vous n'aviez aucun lien personnel avec l'Holocauste, ou si vous n'êtes jamais allé en Israël, ce qui est d'ailleurs le cas pour la plupart d'entre eux. Résultat, ils sont extrêmement sensibles, politiquement et personnellement. Ce n'est pas une invention. Les gens le croient vraiment. Ils sont donc extrêmement sensibles à toute critique envers Israël ou toute menace d'oubli de l'Holocauste. Parce que cela touche alors à l'identité profonde des Juifs américains. The state of Israel was the dream of your ancestors, made a reality by your grandparents and your parents. Chaque année, l'AIPAC organise une conférence à Washington où ils réunissent des supporters venus de partout à travers le pays. Il s'agit d'un groupe très puissant qui tente d'influencer les législateurs et la politique américaine au Moyen-Orient.
En plus, c'est un événement assez mondain. Il y a un petit côté Hollywood où on diffuse toutes sortes de vidéos pour mobiliser et enthousiasmer les participants. On dirait une atmosphère de ralliement. Et puis, ils réussissent à attirer une brochette extraordinaire de personnalités officielles de premier niveau. America and Israel share an unbreakable bond. AIPAC is one of the reasons why. All of us share a fundamental belief that the freedom and security of Israel are vital interests of the United States of America. We need you now more than ever. C'est devenu plus ou moins un rituel. Il faut que les personnalités invitées assistent à l'événement pour montrer qu'elles sont du côté de l'AIPAC. La moitié des membres du Congrès sont là, des membres influents du gouvernement y sont, et le conférencier invité chaque année est toujours une vedette. From Florida, Bill Nelson. From Nebraska, Ben Nelson. From Illinois, Barack Obama. From Arkansas, Martin Ryder. I also want to mention former member of Congress, Rob. AIPAC réussit très bien à éprouver la loyauté des membres du Congrès envers sa cause, de sorte qu'on voit constamment le dépôt de résolutions sur le Moyen-Orient. Ainsi, ce peut être une résolution de soutien à Israël pour un geste quelconque ou pour exprimer la sympathie envers des victimes d'une attaque suicide ou encore pour condamner l'Iran ou un autre pays de la région qui s'est montré hostile envers Israël. Ces gestes viennent confirmer la loyauté des membres du Congrès lorsqu'il est question d'Israël. Ceux qui votent comme le souhaite AIPAC sont éventuellement récompensés en généreuses contributions électorales provenant de sympathisants à la cause d'AIPAC. L'organisation elle-même ne donne pas d'argent. Mais en établissant un suivi scrupuleux des votes exprimés au Congrès, AIPAC décide à qui l'argent ira. L'argent ne se rend pas dans les coffres du membre du Congrès ou du sénateur, à moins que celui-ci n'endosse les positions du lobby. Donc, leur premier niveau majeur d'influence, c'est l'argent. Et ce gouvernement nage dans l'argent. Probablement plus que toute autre administration dans l'histoire des États-Unis. For 2 months, we've been trying to get in contact with Congress people who voted nay to certain of the bills that were supported by AIPAC, but nobody wanted to speak to us. Is that normal? Oui, les membres du Congrès n'ont rien à gagner à parler de ce sujet. D'ailleurs, même le fait de voter contre les positions recommandées par AIPAC est dangereux parce que cela peut signifier des baisses de financement en campagne électorale. Cela peut aussi créer toutes sortes de problèmes dans leur propre circonscription. Tard dans la nuit, lors d'une réunion dans un hôtel à Paris, un important sénateur démocrate m'a tenu en toute confidence des propos sur Israël qui n'étaient pas très loin des critiques que je fais moi-même. Quand je lui ai demandé pourquoi il ne parlait jamais ainsi devant le Sénat, était-ce à cause du vote juif? Il m'a répondu que cela n'avait rien à voir avec le vote juif. Il m'a dit, il y a très peu de juifs dans l'État que je représente et ils vont voter pour moi de toute façon. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas l'argent. Je ne reçois pas d'argent du lobby israélien. Mais si jamais je prends la parole au Sénat et que je prononce un discours émouvant sur le besoin de prendre nos distances face à Israël pour mieux comprendre le sort réservé aux Palestiniens, j'obtiendrai l'appui de 5 ou 10 sénateurs tout au plus. Ce serait tout et en prime, je serais fini au Sénat. Plus personne ne voudrait appuyer les résolutions concernant mes propres besoins. Si je voulais obtenir quelque chose pour mon État, si je proposais un projet de loi sur l'éducation ou la fiscalité, tout ce qui est trait aux politiques intérieures me serait refusé. Même si cela n'a rien à voir avec Israël, je serais en punition.
Je parie qu'il serait impossible pour Steve Walt ou pour moi d'obtenir un poste politique de haut niveau dans le gouvernement américain.